Même s'il est là depuis longtemps, le Edge est actuellement le monsieur sexy de l'IT, car il est le point de convergence entre l'IoT, le machine learning et le cloud. Aujourd'hui, le moindre appareil peut contenir un nombre incalculable de sensors, mais il n'a pas nécessairement la capacité de calcul pour prendre une décision en fonction de ces données. Et c'est donc au niveau du Edge que les décisions peuvent être prises ou relayées. Mais il y a un revers à la médaille. La gestion d'un parc de plusieurs milliers de machines décentralisées pose des problèmes de maintenabilité et de sécurité. C'est pourquoi le Edge tente à adopter les mêmes technologies que le cloud pour sa gestion de configuration ou son cycle de release. Nicolas Barcet est Senior Director Technologie Stratégie à Red Hat et s'intéresse particulièrement aux technologies du Edge. Avec lui, je dresse l'état des lieux du Edge tel qu'il est aujourd'hui et ce vers quoi il tente à être demain. Salut Nico, bonjour, bienvenue. Bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Ça va, merci. Alors pour une fois, je te trouve pas sur ton bateau. Et non, il m'arrive de voyager en avion et de revenir voir mes amis et ma famille en France. Alors je suis très heureux de te recevoir pour parler aujourd'hui de Edge, qui est aussi bien quelque chose qui est super tendance, j'ai l'impression, et en même temps un peu confus pour moi. Donc je vais être très très content de pouvoir un peu éclairer ma compréhension du Edge. Alors déjà, est-ce que tu peux nous proposer une définition de ce que c'est le Edge? Alors pour moi, le edge, c'est tout simplement la capacité de mettre des ressources informatiques, qu'elles soient réseau, de calcul ou de stockage, plus près de là où on en a besoin. C'est-à-dire généralement près de là où les données sont générées ou près de là où les utilisateurs vont pouvoir avoir besoin de ces données. D'accord. Donc ça veut dire un peu partout et aussi en termes de compute, ça pourrait être aussi bien dans ma voiture que, ce qui va relier ma voiture à, une base de données dans un data center. Ça peut être énormément de choses, en fait. Ah, ça peut être des objets connectés, ça peut être des véhicules, ça peut être des usines, ça peut être des robots dans des usines, ça peut être des caméras dispersées dans une ville, ça peut être... en fait, on raccorde l'edge à tout type de sensor. Parce que justement, souvent, on veut éviter d'avoir à remonter l'information de ces sensors obligatoirement directement vers un data center. Il est parfois plus économique ou plus rapide de faire le traitement en local pour obtenir une réponse immédiate ou des informations immédiates ou ne retransmettre qu'un résumé de ce qui se passe. Un exemple clair, c'est si j'ai besoin de brancher 150 caméras vidéo avec des flux 4K, la connexion Internet dont j'aurai besoin va être très grosse si je dois tout remonter vers un data center central. Si je peux faire un traitement des données en local, ensuite je ne retransmets que les séquences vidéo sur lequel apparaît quelque chose d'intéressant. Et tout le reste du temps, je ne transmets rien du tout. Alors, est-ce que c'est quelque chose de récent, le Edge? Parce que si je reprends ton exemple, par exemple, du sensor qui envoie que la partie intéressante, je sais que les caméras, depuis longtemps, par exemple, font ça en disant une détection de mouvement, ça va être là où on va prendre une image et puis la transmettre, et on ne transmettra pas le flux en continu. Ça remonte à quand à peu près cet attrait du Edge? En fait, je pense pas que le Edge soit une révolution en tant que telle sur un point de vue purement technique. Ces fonctionnalités-là, on savait déjà les mettre en œuvre depuis très longtemps. La fonction je regarde des vidéos en vol dans un avion, c'est une fonction de Edge. En fait, pour moi, le Edge ne devient Edge qu'à partir du moment où on a la même facilité à déployer de nouvelles applications ou les mettre à jour en utilisant les mêmes fonctionnalités de ce que l'on a utilisé sur le cloud. Donc en fait, le Edge, c'est j'uniformise mon informatique de périphérie en utilisant les mêmes technologies, les mêmes modèles de déploiement que j'ai appris à utiliser sur le cloud.
et je facilite en plus la mise à l'échelle de ces besoins. Parce que quand on parle d'un déploiement de milliers de sites ou de dizaines de milliers de sites, ben, on n'a pas les mêmes besoins que quand on a deux ou trois data centers, donc il faut rajouter quelques éléments en plus, mais globalement, on va réutiliser les mêmes API, les mêmes fonctionnalités, le même modèle de développement et les mêmes applications si possible. Donc je vois. Ça veut dire que de l'embarqué, c'est pas forcément du edge parce que on met le software une fois pour toutes dans l'embarqué et on le met très peu à jour. Par contre, de l'IoT, ça va être plus du considéré comme du edge parce qu'on a cette capacité à mettre à jour le software qu'il y a dessus. Alors, pour moi, le IoT et Edge sont deux concepts très proches, mais différents. L'IoT, c'est de tout petits ordinateurs qui ont vocation à contrôler des sensors, et uniquement ça. Par contre, si je dois faire du traitement avancé, qui va avoir besoin de mise en place de réseaux de neurones, de machine learning, pour apprendre à faire quelque chose, là, on va avoir besoin de machines un petit peu plus puissantes. Et c'est à partir de ces machines un tout petit peu plus puissantes qui vont agréger les données de généralement plusieurs sensors IoT que, pour moi, commence l'Edge. Alors peut-être que j'ai une vue un peu déformée parce que chez Red Hat, on fait pas d'IoT, on fait du serveur et on commence avec des petits serveurs, pas avec l'IoT. Mais c'est la définition telle que je la conçois et je pense qu'il y a vraiment une différence dans le sens où les processus de mise à jour, les processus de gestion de système sur les systèmes IoT sont vraiment très différents de ce que l'on trouve dans le cloud. Donc je fais commencer l'Edge là où ça commence à ressembler à du cloud. D'accord, donc le sensor en lui-même, c'est pas du edge. Ce qui va être, le début du edge, ça va être le traitement de la donnée de ce sensor. C'est ça. Mais ça, c'est ma définition, ou peut-être la définition de Red Hat. C'est pas nécessairement la définition universelle. Il y a beaucoup de gens qui incluent complètement l'IoT. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plusieurs niveaux dans l'Edge. Chaque déploiement Edge a un certain nombre de niveaux qui peuvent être différents en fonction des contraintes, des besoins et de pas mal d'autres choix d'architecture. D'accord. Est-ce que tu aurais un exemple à nous proposer sur, cette définition? Alors l'exemple le plus commun chez nous, c'est l'exemple des telcos. Une antenne, c'est quelque chose d'assez commun. Les ressources de calcul qui sont au pied de l'antenne, c'est le début de l'edge. L'antenne n'est pas l'edge. L'edge démarre là où commencent les ressources de calcul. Ensuite, on peut avoir un centre d'agrégation proche des antennes, puis un centre d'agrégation régional, puis un centre d'agrégation national. Et ça, quand on déploie des antennes sur un territoire comme la France, je ne sais pas exactement combien il y a d'antennes, mais il doit y en avoir une centaine de milliers pour chaque opérateur. Ben, on est obligé d'avoir ces différents niveaux parce que sinon on se retrouve avec trop d'antennes à gérer par niveau d'agrégation. Un contre-exemple de ça, c'est un réseau d'agences pour un petit magasin. Lui va avoir un niveau magasin et un niveau national. Mmh. Donc l'architecture et les niveaux sont différents. Il y a une autre notion aussi qui est intéressante à savoir, c'est que on peut avoir des niveaux qui appartiennent au consommateur, c'est-à-dire l'enseigne de magasin a des ordinateurs qui sont placés dans ces magasins, qu'il gère lui-même, très bien. Et puis on peut avoir des niveaux qui sont gérés par un tiers. On peut sous-louer des machines ou sous-louer carrément un service à quelqu'un qui a disposé des machines sur un territoire qui nous intéresse et leur déléguer la gestion du matériel et du logiciel d'infrastructure et ne gérer que son application sur ce matériel qui nous est loué. Ce qui se rapproche encore plus de la notion de cloud. Et souvent, on va combiner les deux. Et il faut pouvoir combiner les deux parce que si on doit se déployer sur plusieurs territoires qui sont parfois couverts, parfois non couverts par l'opérateur cloud que l'on a choisi, ben c'est bien de pouvoir combiner les deux mécanismes. Parfois c'est à moi, parfois je loue, en fonction de ce qui est plus économique et plus rentable pour moi. On parle souvent de edge et on l'associe beaucoup aux technologies de telco, parce que j'imagine que chez eux, ça, c'est très important.
Dans quel autre domaine le edge a fait du sens également aujourd'hui? Alors peut-être que ça s'est démocratisé, peut-être que c'est des technologies qui sont plus accessibles aujourd'hui, mais j'imagine qu'il y a un grand champ de possibilités au niveau du edge dans beaucoup de domaines, spécifiques. Bah, ça touche à peu près tous les domaines. Je connais pas de domaine où l'edge n'est pas présent d'une façon ou d'une autre, au moins sous forme de projet. L'edge est partout où on va avoir une distribution de sensors ou d'antennes ou de points de distribution, et par voie de conséquence, à chaque fois que on va avoir une problématique de gestion de la donnée qui va dépasser les capacités d'une ligne ou qui vont nécessiter des temps de réponse qui ne sont pas compatibles avec la transmission longue distance de l'information, dans ces cas-là, on a un besoin d'edge. Alors ça peut être dans le secteur de la santé, dans le secteur routier, dans le secteur de la fabrication, dans le secteur de la finance. Tous les secteurs économiques ont des problématiques edge, et c'est ce pourquoi on voit aujourd'hui de nombreux éditeurs de logiciels et fabricants de matériel qui voient ce nouveau marché comme une nouvelle aubaine. Mmh. Le edge a ses problèmes, très spécifiques. Alors quels sont les problèmes que pose, la gestion du edge? Il y en a plusieurs. Le premier, celui sur lequel on est le plus mal préparé, c'est la sécurité. Parce que quand on dit edge, on va souvent parler de matériels qui vont être placés dans des environnements non sécurisés. Un data center, voire même le fond de salle d'un bureau, on peut considérer ça comme un élément sécurisé si on a mis une clé ou une carte d'accès. Mais quand je place un ordinateur sur le toit d'un immeuble ou au pied d'un lampadaire ou au pied d'une antenne, encore que les antennes, elles sont pas mal sécurisées. Je me retrouve dans des cas où je dois suppléer à la sécurité physique. Ça crée donc des possibilités d'intrusion, ces ordinateurs que je déplace, sur mon réseau supplémentaire. Et donc, je vais devoir penser à faire des choses qui auparavant étaient réservées à des gens qui manipulaient des données très sensibles. Par exemple, jusqu'à présent, les formes d'attestation pour faire tourner du logiciel, hein, le Intel TXT et autres technologies de ce type, bah, il y avait très peu de gens qui s'en préoccupaient. Parce que s'assurer que ceux qui tournent sur mon ordinateur, eh bien ceux que j'ai eu l'intention de faire tourner, c'était une préoccupation secondaire pour la plupart des gens. À l'Edge, ça devient quelque chose d'important parce que si quelqu'un peut avoir eu un accès physique à ma machine, il pourra facilement avoir modifié ce qui fonctionne et en détourner l'usage pour des objectifs néfastes. Mmh. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième problème que l'on a avec l'Edge, c'est le problème de mise à l'échelle, scalability en anglais. La multiplication de ces ordinateurs à gérer ne serait pas viable si on devait mettre une personne compétente pour gérer cette machine à chaque endroit où on la déplace. Ça serait pas viable si on devait déplacer de façon régulière des gens vers chacun de ces sites, parce que ça coûterait plus cher que d'augmenter la taille du tuyau. Donc il faut absolument avoir des techniques de déploiement, des techniques de gestion qui tiennent le nombre d'environnements. Et ça, c'est relativement complexe, non seulement pour les gens qui écrivent du logiciel, mais aussi pour ceux qui l'utilisent. Et il faut mettre en place de bonnes pratiques au niveau de l'utilisateur pour que ça ait lieu. Par exemple, l'idée d'aller modifier la configuration d'une machine individuelle est une erreur à absolument éviter quand on parle d'Edge. Parce qu'à partir du moment où on va avoir des différences de configuration entre des serveurs qui sont à différents endroits mais ont la même fonction, on va se retrouver très très vite avec un plat de spaghettis dont personne ne pourra plus sortir. Donc il faut là absolument utiliser les techniques de DevOps, voire même de DevSecOps, vu les problématiques de sécurité. Ensuite, troisième problème important, c'est les problèmes de réglementation qui varient malheureusement de territoire en territoire
et qui vont forcer à adopter des stratégies légèrement différentes en fonction du territoire sur lequel on se trouve. Dans tout ça, donc, tu mentionnes pas des problématiques de connexion. L'Edge est fiable niveau connexion par rapport au data center? Non, l'Edge peut être n'importe quoi au niveau connexion. On a des points où on a deux liaisons Internet de très bonne qualité et d'autres points qui sont connectés de temps en temps à l'Internet, ou en tout cas à un réseau. Imaginons par exemple un système embarqué, j'utilise l'exemple du sous-marin parce que c'est le plus évident, euh, dans un sous-marin, ne va avoir accès au reste du réseau que quand il est proche des terres et hors de l'eau. Mmh. Mais on a le même problème avec un bateau, où quand il est proche des terres, il a des liens de très bonne qualité avec l'Internet, mais quand il est en mer, il va avoir des liens de qualité médiocre et sporadique via des satellites. Alors, cela va peut-être se changer dans les années qui viennent, mais pour l'instant, ça reste quelque chose considéré non fiable. Même chose pour un avion. Toute personne qui a utilisé le Wi-Fi dans un avion sait que ça marche pas tout le temps et partout. Donc, on a toutes sortes de cas de figure dans l'Edge, et c'est une des complexités, mais là, pour les gens qui gèrent l'infrastructure et les logiciels qui gèrent cette infrastructure, parce il faut juste les avoir prévus. En termes de sécurité, tu as parlé beaucoup de la sécurité de l'accès physique aux machines, ce qui est logique. Qu'en est-il aussi de la transmission de la donnée sur le réseau? Parce qu'on a parlé de sensors de faible qualité. Si je prends une image sur lequel il y a quelque chose qui est important pour moi et que je dois la transmettre, j'imagine que le sensor en charge de transmettre cette image n'a pas non plus forcément la capacité de chiffrer une connexion. Bah, en général, de toute façon, les sensors, tout le domaine de l'IoT, jusqu'à présent, a été développé dans sa grande majorité en dépit du bon sens de sécurité. Mmh. Donc il faut considérer chacun de ces équipements IoT comme étant une source de danger potentiel. Donc on les isole et on les raccorde à un serveur que lui on maîtrise, qui va se charger de faire le chiffrement et la retransmission des données. C'est retransmission ou parfois calcul puis retransmission. Et en termes de sécurité physique, est-ce qu'il y a moyen de faire en sorte de valider les données qu'on reçoit d'un sensor? De prouver que c'est bien le sensor qu'on veut? C'est possible. Certains sensors peuvent le faire, mais c'est pas du tout la règle. Généralement, ce qui identifie un sensor, c'est sa MAC adresse. Et une MAC adresse, tout le monde sait que c'est complètement spoofable. Donc, s'il n'y a pas un certificat unique installé sur chacun des sensors, considérez que cette information est informationnelle. OK. Alors aujourd'hui, justement, pour adresser ces nombreuses problématiques, quelles sont les réponses technologiques qui y sont apportées? Ben, les mêmes qu'avant, mais sur des domaines qui jusqu'à présent ne s'en préoccupaient pas. C'est-à-dire que la notion de distribution de certificats dans le domaine du retail, de la vente dans les chaînes de magasins, généralement, personne s'en préoccupait parce que le risque potentiel était relativement limité. Même les caisses enregistreuses aujourd'hui sont des passoires de sécurité. Mais à partir du moment où on va se mettre à collecter des données personnelles, des données qui sont fortement réglementées, soit par le RGPD, soit par d'autres lois, soudainement on devient responsable de la transmission d'informations qui ne doivent pas sortir de la sphère pour laquelle ils sont destinés et qui, par voie de conséquence, vont nous forcer à utiliser des protocoles de chiffrement, nous obliger à utiliser des méthodes de déploiement de certificats et de validation de ces certificats, qui vont nous obliger à utiliser des techniques de détection d'intrusion, là où ce genre de pratique était réservé dans les domaines particulièrement sensibles au préalable. D'accord. Après, on a beaucoup aussi parlé de gestion homogène d'un parc à l'échelle. On a parlé, de
déploiement d'applications ou de modèles de machine learning, enfin peu importe. Dans ces pratiques-là, bon, il y a des outils qui existent évidemment, mais comment on gère le fait qu'on ne soit pas avec un parc qu'on puisse accéder à tout temps et où on est sûr d'y accéder? C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur un data center, quand je fais un déploiement d'une policy, mettons, je peux m'assurer que 100 des machines sur lesquelles je veux que cette policy soit appliquée, à terme, vont être, soumises à cette policy et assez rapidement finalement, parce qu'elles sont toutes connectées ou alors c'est que j'ai un problème sur la machine. Dans le cas du edge, le déploiement d'une policy, par exemple, pourrait prendre, beaucoup plus de temps parce que c'est Jusqu'à des mois. ouais et justement alors comment Jusqu'à des mois. Et c'est comment on gère ça? ouais, Bah, tout bêtement, la première des règles, quand on passe à l'edge, c'est ce n'est jamais le central qui connecte le déporté. C'est toujours le déporté qui se connecte au central. Donc, on ne peut pas envisager, par exemple, une procédure de mise à jour où je lance un script PSSH pour contacter 150 serveurs. Ça marche pas. Il faut que ce soit le destinataire qui soit à l'origine de la demande. Donc, il faut inverser le flux, avoir une technique de pull plutôt qu'une technique de push. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir des mécanismes de store and forward. Tu vas dire au niveau central, je veux que ceci arrive, mais il faut que ce je veux que ceci arrive reste stocké jusqu'à ce que quelqu'un vienne le chercher. Donc pour ça, euh, dans le domaine IoT, puis dans le domaine de l'Edge, il y a de nouveaux protocoles qui ont été développés, comme MQTT, ou des nouvelles façons de gérer qui ont été mises en place. GitOps est par exemple un très bon modèle de gestion de l'Edge. Parce que justement, dans le modèle GitOps, la plupart des logiciels qui nous permettent de gérer du GitOps, comme Argo CD par exemple, ont un agent sur chacun des serveurs qui vont régulièrement, dès qu'ils ont dans la possibilité, aller interroger le central pour récupérer les dernières modifications qui ont eu lieu sur le Git. Et c'est ce modèle-là qu'il va falloir réutilisé à outrance dans l'Edge, et absolument pas un modèle où c'est une connexion qui est établie depuis le central. dans la pratique GitOps, comment faire en sorte parce que on parle aussi de fréquences, ou de cadences assez élevées pour déployer des nouveaux logiciels. Quand on veut déployer des logiciels tous les jours et qu'on a des périphériques qui se mettent à jour peut-être au bout d'un mois, comment ça va se passer et comment ils vont pouvoir rattraper ce retard? Et tant qu'ils n'ont pas rattrapé ce retard, quelle confiance on peut, avoir dans la donnée qu'ils produisent? Il faut être, comme partout sur Internet, strict sur ce que nous allons envoyer et très ouvert sur ce que l'on va recevoir. Donc, grosso modo, ça veut dire que le logiciel qu'on écrit doit pouvoir récupérer des données de trucs très anciens et, par contre, savoir s'adresser aux plus récents comme aux plus anciens quand j'envoie de la donnée. C'est on peut pas considérer qu'il puisse y avoir sur un parc où il y a des edges qui peuvent être déconnectés, et c'est la plupart des parcs edge ont des éléments qui vont être déconnectés. Statistiquement, quand j'ai 1 millier de sites, il y en a forcément 3 dont la liaison sont en panne à tout moment. Donc, il faut complètement intégrer cette possibilité dans l'architecture de son logiciel pour se prémunir de ne plus savoir parler aux machines avec lesquelles on fonctionne. Et puis, avoir un logiciel de gestion qui nous permette d'avoir un état à tout moment de comment les mises à jour ont eu lieu et qui est en retard, et s'assurer qu'il n'y ait pas une machine qui, par hasard, serait beaucoup plus en retard que les autres. Ça pourrait être un signe d'intrusion. Mmh. Alors, tu as parlé de MQTT. Est-ce que tu peux expliquer en quoi ce protocole est différent d'un protocole de message queue classique et en quoi il adresse plus particulièrement les problématiques d'Edge? Alors, le protocole MQTT a pour différence principale que, en général, un message une gestion de message, c'est un processus bidirectionnel. Que je sois routeur ou endpoint, les informations peuvent être envoyées n'importe quand par n'importe lequel des deux entités. MQTT force
le destinataire à être toujours à l'initiation de la connexion. Et prévoit des mécanismes de start and forward à tous les niveaux pour éviter que des informations se perdent. Et enfin, s'assure de l'ordre dans lequel les informations arrivent au destinataire. C'est-à-dire on est sûr, quand on envoie A, B, C, que c'est A, B, C qui est reçu par le destinataire quand il en a la possibilité, et pas CBA ou n'importe quel autre ordre. Les méthodes de développement pour des périphériques Edge, du coup, est sensiblement différent de ce qu'on peut retrouver dans le cloud en général ou ça s'en rapproche quand même grandement? Bah, ça s'en rapproche grandement quand on suit les meilleures pratiques de déploiement du cloud. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui utilisent le cloud comme ils utilisaient leur informatique en interne il y a 10 ans, en utilisant les mêmes process. Et dans ce cas-là, c'est une grosse différence. Parce que l'Edge va beaucoup moins pardonner des écarts quant à une méthodologie de déploiement ou globalement, si je dois aller intervenir physiquement sur une machine, j'ai perdu. Tout doit être fait par des processus automatisés. Seul le debugging peut être toléré. C'est-à-dire, j'accède à une machine Edge s'il y a un problème pour identifier quel est le problème, mais le correctif, je ne le fais pas sur place. Je fais une modification dans mon Git qui va être répercutée. Parce que sinon, après, c'est fini. Euh, je n'aurai plus la capacité très rapidement à pouvoir gérer ces machines. On parle aussi en ce moment un peu de Cube pour l'Edge. Est-ce que c'est une technologie qui est pertinente pour ce type de device? Oui, mais est-ce que c'est la seule technologie? Absolument pas. Est-ce que un déploiement va ne connaître que du cube? Là, pas forcément. On a souvent des exemples de clients qui vont avoir des toutes petites machines sur lesquelles on n'a pas intérêt à faire tourner cube parce que ça va rajouter un overhead trop important. Et puis de toute façon, il n'y a qu'une seule machine, donc il n'y a pas les capacités de disponibilité. Donc dans ces cas-là, on va peut-être faire le choix d'utiliser juste un Docker ou un Podman sur un serveur. Et puis, dès qu'on arrive à des niveaux de edge où on a un peu plus de capacité, des machines avec un peu plus de mémoire, peut-être toujours une seule machine, là, on va peut-être faire tourner du cube et on va s'assurer que les deux soient synchronisés. C'est-à-dire quand je dis maintenant je déploie telle image, cette action va avoir lieu à la fois sur les serveurs qui font tourner du cube et sur les serveurs qui ont juste un Docker ou un Podman. Mmh. Mais la containerisation en elle-même alors aide à la gestion du Edge plus que les outils qu'on utilisait avant? Ben, disons que la containerisation, on le sait déjà, euh, nous permet d'avoir une plus forte densité d'applications dans dans une même quantité de mémoire. C'est-à-dire que là où je pouvais déployer, on va dire 5 VM, je vais facilement pouvoir déployer 100 containers. Je dis n'importe quoi comme chiffre, hein, mais c'est pour donner les ordres de grandeur. Euh, et quand on parle de l'edge, bah ça va être le fait de déployer des containers, ça va être c'est des éléments qui sont plus petits individuellement, donc qui vont être plus faciles à mettre à jour parce qu'on a une plus petite granularité. Et donc, oui, on aurait tort de se priver de cette diminution de la granularité pour déployer à l'edge. Est-ce que c'est absolument nécessaire? Non. Preuve est qu'on a déployé de l'informatique embarquée en utilisant des images fixes, en utilisant des VM pendant des années, et ça marchait aussi. Mais la containerisation nous rend le processus beaucoup plus agile, on va dire. C'était vraiment une grosse problématique d'aller mettre à jour des images de VM qui pesaient plusieurs gigas sur des liens de connectivité très faibles. Là où, quand on a besoin de faire une mise à jour sur un container qui fait une centaine de megs, même si j'ai une connexion par modem, je vais y arriver, c'est sûr. Alors utiliser du container, c'est pratique aussi parce que c'est fortement adopté. Il y a beaucoup d'outils autour du container, plus que d'autres technologies qui auraient pu très bien être adoptées, du style microkernel ou autres technologies de la sorte.
C'est parce que c'est plus facile d'accès, que c'est utilisé, il n'y a pas besoin de créer son propre modèle de déploiement pour le Edge, que c'est plus plébiscité qu'une autre façon de faire? Ben, si j'en reviens à ma première définition de ce qu'est l'Edge, c'est la proximité avec les techniques employées dans le cloud qui définit l'Edge. Donc c'est parce que la containerisation est plébiscitée dans le cloud qu'on la plébiscite dans l'Edge. Si ça avait été une autre technique, ça serait celle qui aurait la même granularité, ça serait celle-là qu'on utiliserait à l'Edge. Toute l'idée est de concevoir, développer, déployer ces applications une seule fois, quel que soit l'environnement dans lequel on va la faire tourner, que ce soit sur le data center central ou sur les machines qui tournent dans mon Edge. Si mes développeurs n'ont pas besoin d'avoir à refaire une séquence de validation spécifique pour chacun des environnements, ça facilite grandement mon exploitation de mon environnement. Mmh. En effet, et le container, c'est bien. Moi, j'ai de mon expérience personnelle, hors Kubernetes, quand on commence à faire tourner plus de 5 containers sur la même machine, ça commence à devenir compliqué, notamment la gestion du réseau, des ports et des choses comme ça. Comment s'assurer, si on est hors Kubernetes, qu'on peut faire tourner 100 microservices dans 100 containers différents, sans risquer d'avoir, trop à gérer? Parce que ça devient opérationnellement assez compliqué. Globalement, notre recommandation quand on est hors Kubernetes, c'est de faire ce choix tant qu'on a des applications qui sont relativement statiques. Quand je dis statique, ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas le droit de faire des mises à jour. Quand je dis statique, c'est qu'on ne va pas avoir à rajouter de nouveaux containers tous les jours. C'est cette machine a cette fonction dédiée et aussi loin que je peux voir, elle ne va pas changer de fonction. Par exemple, j'ai une petite machine qui est dans un guichet automatique dans une gare. Je peux tolérer qu'il y ait 5, 10 containers qui tournent sur cette petite machine parce que les fonctions remplies ne vont que très très rarement, voire jamais être modifiées parce que l'environnement ne va pas changer, ça va toujours être le guichet. Par contre, dans la gare, je vais avoir un ou plusieurs serveurs qui, eux, vont faire tourner du cube et sur lesquels je vais pouvoir ajouter des fonctions à la volée si je découvre une façon plus intelligente de faire du routage de mes passagers quand il y a un incident ou que sais-je. Là, je vais pouvoir rajouter de l'intelligence proche du guichet, mais le guichet lui-même, là où il y a des grosses contraintes de mémoire et de capacité de calcul, ben, je vais y toucher le moins possible. Alors en architecture, ça veut dire qu'il y a beaucoup de planification à faire pour savoir où faire tourner quoi. Ça doit être assez compliqué comme approche justement de trouver en tout cas la bonne approche par rapport au use case qu'on Ah, a. bah, peut-être que je suis masochiste, mais moi, ce que tu appelles compliqué, j'appelle intéressant. Mhm. C'est des questions super intéressantes, mais on a dans tous les domaines de technologie, on a les mêmes questions de capacité. Ah oui, j'ai plus de capacité, mais ça va être plus lourd. Donc, si c'est plus lourd, est-ce que ça va augmenter ma consommation? Ben, on a en informatique exactement les mêmes problématiques que dans la conception d'une automobile ou d'un avion. C'est juste dématérialisé, mais c'est les mêmes problèmes. Ouais. Ils sont peut-être plus fréquents au niveau du edge qu'ils ne le sont dans un data center. Disons que la profusion, le nombre du nombre de sites force à réfléchir plus en avant et surtout à déployer avec encore plus de précautions qu'avant. C'est-à-dire que la notion de phase pilote devient fondamentale parce que on n'est jamais sûr d'avoir pensé à tout avant d'avoir mis la chose en œuvre. Les notions de déploiement en A/B testing, là où elles sont très importantes sur des sites à forte fréquentation, elles deviennent fondamentales quand je vais déployer une nouvelle version d'un logiciel sur 10 000 sites. Je vais tester sur une dizaine, puis sur une centaine, puis sur un millier, avant d'envoyer sur tout le monde, parce que il peut toujours y avoir un bug qui sera passé au travers de mon assurance qualité,
parce qu'il ne se produit que au moment où je monte à une certaine échelle, Mhm. ou que au moment où je passe sur un certain type de lien. Donc il faut, disons que on est vraiment dans l'engineering à ce moment-là. On peut plus se contenter de l'amateurisme. En amateurisme, sur un site web déployé sur un ou deux data centers, j'ai toujours moyen de m'en sortir. Sur l'Edge, c'est comme se passer une corde autour du cou. Oui, À un moment donné, quelqu'un va tirer derrière. en effet, le fait de se dire qu'on va déployer une version d'application qui potentiellement, enfin, elles en ont toutes hein, des failles de sécurité, mais ça doit être encore une plus grande préoccupation au niveau du Edge parce qu'on sait qu'on ne peut pas mettre à jour facilement l'ensemble de son parc en quelques secondes. Ah, c'est pire que ça. Imagine que je brique l'ensemble de mes machines par l'envoi d'une mise à jour qui boot plus. Mhm. Je dois maintenant envoyer un technicien physiquement sur l'ensemble de mes sites. N'importe qui connaît le coût horaire d'un technicien en déplacement va te dire que tu as quadruplé ton budget Edge juste par cette action. Quadruplé, quintuplé ou même plus. Mais c'est ce qui coûte le plus cher d'envoyer un technicien sur un site. Donc si par mégarde je le fais à un moment où c'était pas prévu, je fais faillite d'une certaine façon. Oui, oui, sans parler du fait que ça prendrait peut-être des mois aussi à envoyer quelqu'un sur site. En plus, il y a des sites qui sont effectivement difficilement accessibles. Donc oui, bah il y a des précautions supplémentaires à prendre. Oui, tu parlais justement de cette prise de conscience qui est en fait intrinsèque. Dès le début, on a conscience que parce qu'on est sur du edge, on se sent pas en sécurité à aucun moment. Et quand on parle de sécurité, moi je pense aussi à la sécurité des containers. Aujourd'hui, on est en train de beaucoup faire pour sécuriser les containers dans le cloud et ça implique d'utiliser un jeu d'outils assez conséquent et avoir une réflexion tout à fait différente de juste, je déploie un Docker quelque part pour faire tourner mon application. Comment c'est adressé? Est-ce qu'on prend encore on fait encore plus attention à quel est notre runtime? On fait encore plus attention à signer nos images et cetera, quand on est sur du Edge? C'est vraiment une préoccupation dès le jour 1? Pas nécessairement, ça devrait l'être, mais malheureusement tout le monde ne le met pas en œuvre dès le départ. Moi je dirais qu'il faut même arriver dès qu'on fait un déploiement Edge où il y a une partie des systèmes qui peuvent être compromis physiquement, il faut mettre en place un système d'attestation qui vérifie au moment du lancement d'une image que la signature de l'image correspond bien avec la signature de ce qui est censé fonctionner. Donc utiliser un serveur d'attestation, c'est quelque chose qui est encore assez coûteux à mettre en œuvre. Il n'y a pas beaucoup de logiciels disponibles, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent le mettre en œuvre. Et c'est ce sur quoi, chez nous et certainement ailleurs, on travaille à simplifier pour que ce soit quelque chose qui soit fait dans le background sans intervention massive du développeur pour que ça ait lieu. Mais tant qu'on ne sera pas là, ne, ça ne dispense pas de le faire. Et ouais, je pense que c'est quelque chose avec lequel on peut pas jouer, encore une fois, dès qu'on a des machines qui peuvent être accessibles au tout venant. Quand tu t'adresses à un client qui veut améliorer son expérience du Edge, est-ce que j'imagine que les personnes que tu rencontres ont souvent déjà quelque chose en place? Ils viennent pas en se disant, «Tiens, j'ai une idée de Edge et on va partir from scratch». Quels sont les outils, les méthodes que tu préconises? Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns? Quels sont toi, en tout cas, j'imagine que c'est pour chacun un peu différent, mais quels sont ceux que tu plébiscites le plus? En fait, dans le cas de l'offre que je porte, on s'est rendu compte assez vite qu'il fallait absolument que Kubernetes ne sache pas uniquement gérer des containers, mais sache aussi gérer des VM. Parce que la plupart du parc du pré-Edge, ce sont en fait des VM qui tournent, qui ont été écrites parfois il y a des dizaines d'années, et qui jouent une fonction très importante. Les mettre à jour n'est pas absolument une nécessité immédiate,
Par contre, pouvoir rajouter des logiciels qui, en local, parlent à ces VM est important. Donc, soit on met deux architectures, quoi, on laisse l'architecture existante telle qu'elle, et on rajoute une deuxième architecture, mais parfois on a des problèmes d'espace, des problèmes de vétusté du matériel qui forcent une mise à jour. Donc dans ce cas-là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre un cube en place qui va remplacer l'OS précédent et qui va faire tourner les VM et les nouveaux containers dans le même environnement, grâce à KubeVirt notamment. Ça, c'est pour nous ce Cube installé directement sur des machines physiques, c'est la solution qu'on préconise dans 80% des cas. Mhm. Parce que justement, elle permet de réconcilier l'existant avec le futur. Donc de pouvoir orchestrer ces machines virtuelles comme des conteneurs, comme des pods. Comme des containers, donc qui rentrent dans la même gestion globale du parc et qui ne créent pas des cas particuliers de partout. Mhm. Donc il y a KubeVirt, Kubernetes, forcément pour orchestrer. Alors, désolé, c'est un peu la concurrence, mais en K3S, ça fait beaucoup parler de lui pour sa gestion du Edge, qui a maintenant été racheté par Rancher a été racheté par Suez. Est-ce que tu l'as mentionné, faire tourner un Kubernetes, c'est lourd et K3S était un orchestrateur un peu plus léger parce que ils avaient un peu dégrossi les images de base de Kube. Au niveau de Red Hat, justement, comment vous adressez cette concurrence qui vous est faite par K3S? Je pense que c'est une concurrence qui est très saine, déjà, parce que c'est dans le foisonnement qu'on trouve l'innovation, en général. On est de notre côté en train de travailler sur un projet qui s'appelle Microshift, qui est public, hein, tout le monde peut regarder ce projet, a beaucoup de similitudes avec K3S, mais aussi qui a des différences notables, qui vise à adresser le même type de matériel. Cependant, à ce jour, là où on voit un intérêt important de la part d'une population qui se limite généralement à des développeurs, on ne voit pas encore beaucoup d'utilisation commerciale de ce type de déploiement, soit parce que les gens n'ont pas fini de développer les applications dessus et que ça va arriver un peu plus tard, soit parce que, en fait, souvent, par exemple, j'ai discuté avec un client qui gère des autoroutes et qui va déployer à de très nombreux endroits des serveurs. Notamment sur toutes les intersections d'autoroutes, il va déployer un groupe de 3 serveurs pour pouvoir faire du traitement. Ces 3 serveurs, ils vont être quasiment enterrés. Et pour eux, utiliser une machine sous-dimensionnée, ou qui deviendrait rapidement sous-dimensionnée, leur coûterait beaucoup plus cher que de surdimensionner la chose pour s'assurer que dans les 3 ou 5 prochaines années, ils aient jamais besoin de la changer. Donc ils vont faire le choix d'utiliser des machines légèrement dimensionnées, et donc le problème d'avoir un micro, une version micro de Kubernetes ne se pose pas réellement au niveau production. Par contre, le développeur, lui, va avoir besoin de pouvoir utiliser les machines les moins coûteuses, les moins grosses possibles, pour simuler un edge sans avoir à dépenser des fortunes. En fait, idéalement, on le sait bien, les développeurs, ils aiment bien avoir leur environnement de simulation à eux. Et c'est là où on pense qu'un projet comme K3S ou comme Microshift est très utile pour les développeurs, mais à ce jour, on attend encore les premiers déploiements en production de ce type de choses pour lancer une offre complète de souscription telle que Red Hat sait le faire. Je vois. Donc aujourd'hui, la taille des serveurs du Edge n'est pas vraiment une problématique. Elle peut l'être, mais ce que l'on voit pour l'instant, c'est des gens qui vont, quand ils ont des problèmes de contraintes fortes qui les empêchent d'avoir des machines qui consomment trop, donc qui ont plus de mémoire, donc qui ont plus de processeurs, dans ces cas-là, on est dans des environnements très statiques, où un simple Docker ou un simple Podman suffit. Donc pourquoi rajouter de la complexité? Encore un problème d'engineering. Pourquoi rajouter de la complexité et des capacités de défaillance juste pour faire de l'uniformité?
Notre approche jusqu'à présent, ça a été de faire en sorte que les logiciels qui gèrent l'ensemble du parc sachent s'adresser indifféremment aux machines un peu statiques qui ont du Docker ou du Podman et au cluster Kubernetes. Alors, le cluster Kubernetes, chez nous, ça commence à une machine. Mhm. On peut faire un cluster d'une machine, c'est donc pas un cluster techniquement, mais un serveur avec 32 gigas de RAM est tout à fait capable de faire tourner un Kubernetes tout seul. Et c'est un vrai OpenShift. Ouais. Il y a au niveau du edge, tu mentionnes le fait que les machines peuvent avoir une durée de vie assez longue. J'imagine qu'en termes d'architecture matérielle, voire d'homogénéité des architectures, ça doit être très varié. Comment on adresse cette problématique quand on est développeur de portabilité d'une application sur un parc qui est pas du tout homogène? Je vais te retourner la question un petit peu, peut-être que c'est pas gentil de faire ça, mais est-ce que tu te préoccupes du modèle de la machine qui tourne sur le cloud que tu loues à ton provider? Pas nécessairement tant que l'architecture entre pas en ligne de compte, parce que ça va me préoccuper bien évidemment. Mais par contre, en termes de performance de mon application, et c'est peut-être pas le souci du edge, mais oui, je vais parfois m'en soucier. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que en général, de nos jours, quand on développe une application, c'est très rare les cas où on a besoin d'accéder à une fonctionnalité hardware très particulière. Alors ça existe, hein, mais moi, je dirais qu'on est dans la règle des 80-20. Il y a 20% des applications qui vont avoir besoin d'avoir accès à une fonction hardware particulière, et dans ce cas-là, il faut s'assurer que toutes les machines d'un parc ont cette fonction. Mais pour le 80% restant, les applications, c'est pas grave, ça ne va pas compter. Donc on va avoir une problématique à s'assurer que les machines sur lesquelles on déploie ont suffisamment de capacité, mais leur type, peu importe, que les machines ont été fabriquées en Chine ou à Taïwan par X ou Y, il n'y a pas, d'impact sur le déploiement de l'application. Évidemment, pour des soucis d'économie et d'uniformité, ben, on va essayer de standardiser le type de machine. Comment est-ce qu'elle boot, comment est-ce que je peux prendre contrôle à distance sur leur firmware, etc., etc. Mais ça, c'est sur des fonctions qui sont d'un niveau plus haut que la machine individuelle. On peut retrouver les mêmes méthodes de gestion, quels que soient les fabricants de serveurs de nos jours. Parlons aussi de l'accès à la donnée ou à la source de vérité au niveau du edge. Quand on avait parlé précédemment, tu avais évoqué un cas, par exemple, de péage où ça pourrait reconnaître ma plaque d'immatriculation et en fonction de ma plaque d'immatriculation, on sait si je suis un abonné ou pas un abonné. Ça veut dire que le device qui va faire cette reconnaissance va reconnaître ma plaque, juste la partie IoT, et la transmettre au Edge, qui lui doit savoir si, oui ou non, je suis un abonné. Pour une machine qui est pas forcément toujours sur le réseau, comment elle peut s'assurer qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là, que la source de vérité est la bonne? Alors, bien sûr, il y a le cas où elle reconnaît ma plaque et puis elle va dire je suis un bon abonné. Elle va reconnaître ma plaque et elle va considérer que je suis pas abonné alors que je le suis et on peut encore facilement aussi, démêler la situation. Si elle reconnaît ma plaque et qu'elle considère que je suis abonné alors que je le suis plus depuis un mois, par exemple, c'est une autre situation et j'imagine que quand elle reconnaît pas la plaque du tout, c'est encore une troisième situation. Comment on démêle tout ça, cet accès à la donnée, cette source de À vérité? partir du moment où on a un cache, où qu'il soit à l'edge ou dans le cloud, il faut gérer ces cas. Et la plupart du temps, ben, c'est dire, ben, voilà ce que j'accepte. S'il y a un ancien abonné qui est passé parce que mon cache n'était pas à jour, ben, ça va me coûter 3 euros ou 5 euros, et c'est pas grave. S'il y a un nouvel abonné qui n'arrive pas à passer à mon péage, là, ça m'embête un petit peu plus. Donc, je vais utiliser des mécanismes qui vont, par exemple, dire si le numéro semble avoir été généré entre le moment de la dernière mise à jour de mon cache et maintenant, peut-être que je vais le laisser passer quoi qu'il arrive, pour pas justement générer de frustration. Mais c'est juste de la gestion propre à la notion de cache. C'est pas de, il y a rien de typiquement nouveau par rapport au Edge.
Faut apprendre à vivre avec les cas bordures. C'est ça. Si on parle aussi de monitoring au niveau des applications du Edge, un peu comment on est-ce que déjà, il y a autant on veut autant d'observabilité au niveau des machines qui sont au niveau du Edge ou alors on est plus tolérant? On est forcé de faire des compromis. C'est ça souvent, on a l'intention de tout monitorer, mais on a des contraintes de réglementation qui vous empêchez de tout remonter. On a des contraintes de bande passante qu'on va vouloir réserver au trafic qui génère de l'argent, plutôt qu'au trafic qui n'en génère pas. Donc on fait des compromis. On va utiliser des techniques où on va agréger le plus tôt possible et envoyer des résumés, ou bloquer la remontée d'informations à un certain niveau, parce qu'au-delà, on aurait en potentiel la capacité de transmettre de l'information qui est réglementée et qui ne doit pas sortir d'un territoire. Et puis, moi, j'aime bien rappeler le principe assez fondamental pour les libertés individuelles, c'est que toute donnée, à partir du moment où elle est générée, a un risque très fort d'être surexploitée. Pas forcément par l'exploitant officiel, mais par des gouvernements tiers, par des hackers. Et il faut toujours se poser la question de savoir si il vaudrait mieux ne pas générer la donnée du tout, si le risque de surexploitation mettrait en jeu les problématiques de liberté individuelle. Ça, malheureusement, j'aime bien le répéter, mais la mise en application est rare de ce principe. Mais j'aime bien le répéter parce que, quand même, un de ces jours, peut-être que quelqu'un se retournera en disant ah, si j'avais pas fait ça, il n'y aurait pas eu ça. Et ça s'appelle des remords et personne n'aime en avoir. On est face aussi avec le Edge donc à toute cette technologie émergente. Aujourd'hui, on imagine bien les nouveaux use cases, les voitures connectées, tout ce qu'on peut sans doute faire avec nos téléphones, nos appareils connectés, les Alexa et autres. Dans les use cases que tu vois par rapport au Edge, quels sont pour toi aujourd'hui ceux que tu trouves les plus intéressants, les plus novateurs, ceux qui bousculent un peu les habitudes qu'on avait? Qu'est-ce qui t'a fasciné en fait, dans les parce que j'imagine que ton attrait pour le Edge, c'est aussi d'avoir des choses nouvelles tous les jours, des nouveaux, cas d'usage. Moi, ce qui me fascine dans le Edge, c'est la combinaison du Edge et de l'intelligence artificielle. À partir du moment où on peut rajouter du machine learning à l'Edge, on peut faire des choses des corrélations qu'on n'aurait jamais pu faire avant. Des corrélations qui vont mêler un feed météo avec un capteur d'humidité pour déterminer quelle va être la vitesse maximale sur une autoroute. Non plus par un opérateur qui dit ah il pleut, je vais faire changer mes panneaux de 110 à 90, mais en le faisant de façon automatisée et intelligente, parce qu'on sait que les conditions vont rester convenables ou pas dans tel et tel environnement. On peut avoir des systèmes auxquels on n'aurait jamais pu penser il y a 10 ans, parce que les réseaux de neurones étaient balbutiants, et deux, parce qu'on n'avait pas accès à la même facilité de manipuler des données et de les mélanger entre elles. Et donc, c'est tous les jours qu'on voit des cas. Moi, quand je vois un cas où des chercheurs d'une université ont mis en œuvre un nouvel algorithme pour aider, sans avoir à modifier le logiciel des scanners ou des centres d'IRM, euh, détecter automatiquement des cas de Covid ou des cas d'autres maladies un peu compliquées. Je trouve ça fabuleux quand je vois des villes mettre en œuvre une politique de limitation de vitesse liée à l'état local de la pollution de l'air à un instant T. Je trouve ça génial aussi. Et il y en a plein d'autres, des trucs comme ça qui, oui, sont des cas qui, sans l'Edge, n'auraient jamais pu être mis en œuvre, et je l'espère, vont changer notre qualité de vie. Alors c'est super intéressant parce que ça veut dire que c'est vraiment le côté décentralisé du Edge qui fait sa force. C'est-à-dire qu'on peut être très local et qu'on n'a pas besoin d'avoir
une décision qui est prise à un endroit centralisé. Tu as évoqué, par exemple, la pluie sur la route qui va changer dynamiquement le panneau. Ça veut dire qu'à 2 kilomètres de distance, les panneaux vont pas forcément être les mêmes parce que d'un côté, enfin 2 kilomètres, c'est peut-être trop court, mais 10 kilomètres, 20 kilomètres, on n'a pas forcément les mêmes conditions météo. Donc cet aspect décentralisé des choses, c'est aussi tout ce qui fait la force, c'est qu'on a un algorithme intelligent sur place en mesure de déterminer, ce qui est le plus efficace, en fonction de l'endroit où on se trouve, plutôt que d'avoir une décision qui est prise peut-être humainement, peut-être pas humainement, mais qui serait moins pertinente parce que plus globale. Oui, oui, ben c'est en fait, ce qu'on est en train de dire, si on l'applique, si on le transpose à la politique, c'est ce qui a été fait en France, et qui s'est appelé décentralisation, où on avait un espoir de mieux répondre aux besoins des citoyens en créant des gouvernements plus locaux. Mmh. C'est la même chose, hein. Alors ensuite, est-ce que ça marche pour tous les cas? Je pense on va avoir les mêmes limitations qu'en politique, mais bon, on est dans de l'informatique, donc c'est un peu plus, les comportements sont un peu plus logiques. Ouais. Parce que cette gestion centralisée, bah, j'ai un cas tout bête, mais par exemple, les pneus neige, avoir des pneus neige en hiver, c'est sans doute très important dans le nord, c'est sans doute pas très important dans le sud et pourtant si on prend une politique globale, elle va s'appliquer à l'ensemble du territoire et pas forcément être pertinente. Alors que, si on peut déterminer, les conditions météo et dire, aujourd'hui ce serait un jour où, pas un jour où, ce serait beaucoup plus simple. Oui, mais alors, il faut combiner les différentes progressions technologiques. Mmh. L'arrivée des véhicules autonomes va nous permettre d'avoir des véhicules qui discutent avec la route. Et ça, c'est fabuleux parce que dans la discussion avec la route, ben, le véhicule pourra dire et là, est-ce que la route glisse? Ou et là, est-ce que derrière le troisième virage, il y a un gros accident? Et de par ces nouvelles méthodes, permettent d'anticiper des accidents, de prévenir par anticipation des accidents qui aujourd'hui, avec des pilotes humains, on peut pas corriger, ou en tout cas on essaye, mais c'est difficile. Même chose pour l'arrivée des drones. Les drones vont permettre de faire, par exemple, des déplacements courts en utilisant des véhicules autonomes. Mais comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que deux drones ne rentrent pas l'un dans l'autre? Ben, si on n'a pas un mécanisme d'edge qui correspond à du contrôle aérien, ça va être difficile. Donc on va combiner encore deux technologies. Et c'est dans cette combinatoire que l'edge devient super intéressant. L'edge en tant que tel, pour moi, c'est juste, je rajoute du matériel et j'essaye globalement de le faire là où c'est utile, où ça nous apporte quelque chose de valable, parce qu'il faut jamais oublier qu'à chaque fois qu'on rajoute du matériel, c'est de la pollution en plus, c'est de la consommation électrique en plus, et qu'il faut pas le faire si ça n'est pas viable de bout en bout. Mmh. Et cela nécessairement se combine avec quelque chose à faire, un problème à résoudre qui fait du sens. Ouais et pourtant, le edge, plus on le rapproche du sensor et plus il pourrait être pertinent. Tu évoques la voiture autonome. Et on a parlé des panneaux de signalisation. Un panneau de signalisation, on va en avoir un tous les 5 kilomètres pour nous dire: «Attention, les conditions météo sont dangereuses, ralentissez». Par contre, si on a le Edge directement dans la voiture et donc la voiture autonome, là, c'est encore plus pertinent parce que c'est la voiture elle-même qui est en mesure de nous donner vraiment où on est, la bonne vitesse à laquelle rouler. C'est ça. Mais l'edge, c'est juste une capacité d'avoir des interactions avec ces choses qui se déplacent, avec ces choses qui nous donnent de l'information, avec ces choses qui sont ailleurs mais qui vont nous donner de l'information complémentaire pour arriver à quelque chose d'autre. Et c'est juste quelque chose qui nous permet d'ouvrir les possibilités d'interaction. C'est pas une solution en soi. Mmh. Nicolas, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations sur l'Edge. Moi, j'ai trouvé ça passionnant parce que ça promet beaucoup, beaucoup de nouvelles choses à venir, dans l'avenir, mais également ça amène un peu de complexité aussi et de réflexion dans ce qu'on met en place. Je trouve ça assez fascinant.
Merci en tout cas. Merci de m'avoir invité, c'était un plaisir. Retrouvez Nicolas sur Twitter @nijaba et Red Hat sur redhat.com. Comme toujours, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous à vos amis et sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.